Et en présence des lecteurs et des adhérents de Mediatico qui sont venus ici au Grand Voisin pour nous retrouver aujourd'hui, nous recevons maintenant Julia Faure. Bonjour Julia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Julia, ton parcours il est intéressant parce qu'il y a 6-7 ans, en fait, tu étais salariée chez Amazon à Madrid. Après, tu as travaillé à La Ruche qui dit oui. Et puis en 2017, tu es devenue cofondatrice de Loom. C'est une marque de vêtements durables, cofondatrice avec Guillaume Declercq. Et votre slogan aujourd'hui, c'est « Moins mais mieux ». Qu'est-ce que ça veut dire ce slogan ? Moins mais mieux, en fait, ça fait référence à nous, à ce qu'on a identifié comme problème principal de l'industrie textile. C'est-à-dire, globalement, une surproduction de mode jetable, quoi. C'est en fait ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire des marques qui sont arrivées, qui ont décidé de renouveler extrêmement rapidement leurs collections, de les vendre à bas prix. Et pour ça, en fait, elles vendent des vêtements de poor qualité. Mais on a l'impression que ça a toujours été comme ça, la mode ? Non. En fait, à la base, il y avait 2 collections par an qui correspondaient aux saisons. Printemps-été, automne-hiver. Ouais, tu avais des fringues chaudes pour l'hiver et des fringues plus légères pour l'été. Et voilà, disons qu'il y avait une relation entre les collections et la pratique du vêtement. Et en fait, avec l'arrivée dans les années 80 des enseignes de fast fashion, type Zara, H&M, etc., elles se sont rendues compte que la manière de faire acheter plus de vêtements aux gens, c'était de leur proposer de la nouveauté. Et donc, on a commencé à accélérer, à augmenter le nombre de collections. Maintenant, Zara, ils ont un laps de temps de 3 semaines entre le moment où ils dessinent un vêtement et le moment où il est en stock. Donc, on peut même plus parler de collection. Enfin, il y a un espèce de changement permanent en fait, des fringues disponibles dans les magasins, quoi. Donc, ça veut dire surproduction, gaspillage probablement, incitation à consommer toujours plus. C'est ce modèle-là en fait qui ne vous convient pas chez Loom. Le gros du gaspillage, c'est le fait qu'on se retrouve dans les magasins et dans les armoires avec des fringues qui tiennent pas la route sur la longueur, ni sur un truc de qualité, ni même sur un truc esthétique, parce qu'on est tellement en fait habitué à être sollicité en fait dans notre désir d'acheter que tu peux avoir des fringues qui sont encore en bon état dans ton placard et que tu les mets plus, quoi. Et en fait, la conséquence, c'est que par rapport à nos parents, en fait, on achète 2 fois plus de vêtements. Ça veut dire qu'on en met le même nombre tous les jours, quoi. Ça veut dire qu'en fait, tu portes juste tes vêtements 2 fois moins longtemps qu'il y a 20 ans. Donc ça veut dire que pour chaque personne, tu dois en produire 2 fois plus. Alors, je me souviens qu'en 2015, c'était la COP21. On avait interviewé Vivienne Westwood, c'est une styliste anglaise. Vous retrouverez l'interview sur mediatico.fr. Et elle nous disait « Achète moins, choisis bien tes vêtements et fais-les durer ». C'est ça, au fond, qui permet de retrouver du sens dans sa consommation de vêtements. Vivienne Westwood, elle peut se permettre de faire ça parce qu'elle vend des t-shirts à 200 balles. Et donc, effectivement, si tu payes 200 balles un t-shirt, tu peux pas te permettre d'en acheter tous les jours, mais pour la plupart des gens, c'est compliqué. Donc, tout le positionnement du luxe est aussi d'avoir ce truc de qualité, de prendre soin des choses, de valoriser les savoir-faire, etc. Et il n'a jamais vraiment changé ce positionnement-là. En fait, pour toutes les marques assez haut de gamme, c'est très compliqué de vendre quelque chose de très cher et que les gens sachent que c'est de la merde. Sauf Zadig et Voltaire, mais c'est un autre problème. Voilà, elle est cash quand même, hein, Julia Faure. Bon, comment est-ce que vous faites, vous, chez Loom, pour fabriquer des vêtements durables ? Qu'est-ce que ça veut dire, un vêtement durable ? Au début, on n'était pas très, très militants. On était juste des consommateurs dans le sens où ça nous saoulait d'acheter des vêtements. Et peu importe le prix que tu mettais dans les fringues que tu achetais, tu ne savais pas quelle qualité tu allais retrouver à l'après. Donc on s'est dit, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait un vêtement de qualité et on va faire nos vêtements. Et à la base, durable, c'était donc de faire des vêtements qui durent longtemps. Et en fait, en creusant dans l'industrie textile, on s'est rendu compte que le problème de qualité des vêtements, c'est un problème parmi les milliers de problèmes éthiques de l'industrie textile. Mais vraiment, si tu commences à creuser, c'est sans fin, quoi. Il y a des trucs. Allez, si on en cite 5. Là, on est le 24 avril, c'est l'anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza. Il y a tous les micropolluants qui sont liés aux teintures. Il y a tous vos vêtements en polyester, quand vous les lavez, rejettent des microfibres de plastique qui ne sont pas filtrées par votre machine à laver, que les stations d'épuration n'arrivent pas à filtrer, donc ils finissent par se retrouver dans les océans. Et globalement, ces microfibres plastiques, elles représentent, je crois qu'elles composent 60% du 7e continent plastique. Vous voyez, cette espèce de masse de plastique qui vont dans les océans. En fait, c'est surtout composé des restes de vos vêtements en polyester. Au Bangladesh, les usines, elles ne sont pas obligées de traiter leurs déchets de teinture, donc c'est reversé directement dans les rivières, donc toutes les populations locales sont en fait affectées par ça. Il y a un cache investigation qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le cuir, sur la fourrure, sur les plumes qui remplissent nos doudounes. Enfin, franchement, l'industrie textile, c'est une industrie très très dégueulasse et on s'en rend pas bien compte parce qu'elle est toute protégée en fait. Enfin, tout ce qu'on a dans les yeux, c'est le glamour des podiums et de la mode et des filets, etc. Mais c'est vraiment c'est dégueu, quoi.
Alors chez vous, chez Loom, qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un vêtement durable? En fait, on s'est surtout rendu compte que la qualité est invisible. Moi, je peux pas te dire en comparant deux chemises, en la regardant comme ça, c'est ce qui fait la qualité. Parce que finalement, par exemple, sur un truc en coton, ce qui fait la qualité du coton, c'est la longueur de la fibre. Et plus la fibre est longue, plus le fil va être résistant, plus il va bien absorber la couleur, donc plus il va résister au lavage, plus il va résister au boulochage, plus la couleur va bien se fixer. Et ça, comme tu peux pas le voir, bah, il faut que ça soit un vrai choix de la marque, en tout cas de la personne qui construit le vêtement, de décider je vais acheter ces fibres plus longues. Donc ça veut dire que vous allez choisir des fibres de coton plus longues que d'autres industriels du textile, c'est ça? Ouais, je vais tout mettre en place pour que ma vêtement soit de qualité. Je vais choisir des fibres longues, je vais bosser avec des usines qui ont une vraie expertise et en tout cas qui savent faire des coutures qui tiennent. Je vais choisir des bains de teinture que je sais qui tiennent dans le temps. Et donc voilà, tu as tous ces ingrédients-là. Je vais faire un tissage assez serré, je vais choisir des fils qui ont une torsion suffisante pour résister à la traction, etc. Donc ça, c'est ton obligation de moyen. Tu as tous les ingrédients de ta recette, si tu veux, pour faire une fringue qui dure. Une fois que tu as appliqué ta recette, tu dois tester vraiment la résistance de tes vêtements. Donc tu as plusieurs manières de le faire. Soit tu portes tes prototypes, donc tu portes et tu regardes comment ça s'use, etc. Soit tu fais tester en laboratoire, donc tu peux aller dans un laboratoire et tu lui dis vas-y, teste-moi la résistance au boulochage de cette fringue, teste-moi la stabilité dimensionnelle au lavage, c'est-à-dire est-ce que ça rétrécit au lavage et pas. Et donc là, les laboratoires, ils te sortent des notes qui t'indiquent en fait la durabilité de ton vêtement. Donc en fait, c'est-à-dire que toutes les marques pourraient tester la durabilité de leurs vêtements. Enfin, il y a des protocoles, et d'ailleurs elles le font pour certains trucs. C'est juste qu'elles ont un seuil de tolérance plus ou moins grand. Les notes, elles sont de 0 à 5. 5 c'est top, 0 c'est nul. Par exemple, moi si j'ai une solidité des teintures, c'est-à-dire si la teinture tient dans le temps ou pas, inférieure à 4, pour moi c'est pas acceptable. Alors que les marques, celles qui vont avoir de plus basses exigences de qualité, à 2-3 elles sont OK. Un autre point crucial dans votre modèle économique, vous produisez au Portugal. Vous ne produisez pas en Asie. Ça veut dire que vous faites un choix de production peut-être plus cher que d'autres marques. Et en même temps, on sait bien qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui ont besoin d'avoir du travail. Ouais, je trouve que c'est un faux discours. C'est comme quand Uber arrive et dit qu'il crée des emplois. Enfin, les emplois qui ont été créés au Bangladesh par l'industrie textile sont des emplois. Enfin, c'est pas des emplois, quoi. C'est du semi-esclavage. Enfin, le Rana Plaza, c'est l'effondrement d'une usine avec 1500 meufs entre 15 et 25 ans, sans protection. Ouais, voilà, 3500 ouvrières et ouvriers textiles. Oui, sans protection. Et sur les 3500, il y en a quand même 1135 qui sont morts au moment de l'effondrement de leur immeuble, qui accueillait plein d'ateliers de confection textile qui étaient des sous-traitants en fait, pour Camaïeu, pour Carrefour, pour Auchan, pour Benetton, etc. Ça fait longtemps qu'on le sait, que c'est dégueulasse la condition de production de l'industrie textile. Mais je trouve que l'argument de boîtes occidentales d'aller dans d'autres pays qui ont moins d'argent et de dire on crée de l'emploi, mais créer de l'emploi miséreux, c'est pas digne en fait. C'est pas digne. Moi, j'ai pas envie de ça. En fait, j'ai pas envie que les gens qui font les fringues de Loom aient des moins bonnes conditions de travail que moi. Et donc, parce que sinon, en fait, on peut se dire c'est vrai, on peut les produire là. Oui, les meufs travaillent 6 jours sur 7, mais quand même, elles ont leur dimanche. Parce qu'on peut dire, au Bangladesh, dans l'industrie textile, les salaires sont parfois inférieurs à 30 € par mois. Ce qui veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des gens qui te disent 30 € par mois, oui, mais là-bas, la vie coûte vraiment rien. En fait, ce qu'il faut comparer, c'est au salaire vital, qui en gros détermine de combien d'argent tu as besoin pour vivre vraiment le basique décemment. Et en fait, dans ces pays-là, le salaire minimum est en dessous du salaire vital. Donc en fait, même en gagnant le salaire minimum du pays, t'as pas de quoi vivre en fait. Enfin, t'as pas de quoi vivre dignement. Julia Faure, puisqu'on parle de prix, je suis allé voir sur le site internet de Loom, évidemment. Je prends un exemple, il y a un t-shirt à 20 €. 20 €, ça peut être considéré comme cher pour certains qui cherchent à s'habiller. Ouais, ça c'est un truc qui a très très bien réussi la fast fashion, c'est de te faire croire que les vêtements valent rien. Mais en fait, tu fais payer à la planète et à des ouvrières au Bangladesh ce prix que tu ne veux pas payer toi. Et après, en termes même de calcul, de rationalité, il y a un dicton qui dit les pauvres n'ont pas les moyens de s'acheter des trucs bon marché. Je suis trop pauvre pour m'acheter des trucs bon marché. Qui en gros, oui, si tu regardes à court terme, au moment où tu achètes, acheter un truc 5 balles, ça a l'air moins cher, mais en fait, si tu fais le calcul, si tu l'achètes 5 balles mais que tu dois en racheter un tous les mois, en fait, ça te coûte. Et en plus, comme votre engagement, vous le portez jusqu'au bout du bout, vous avez décidé chez Loom de ne plus faire de soldes. Mais alors ça, c'est incroyable dans votre secteur. Non, ça se fait quand même de plus en plus parce qu'en fait, les marques sont tellement dans la merde avec leur système de promotion qui commence à le faire. En gros, 50% des fringues sont vendues en promotion et en moyenne, une fringue, elle est vendue à moins 33% de son prix initial. Donc effectivement, si tu achètes une fringue d'une ancienne classique plein pot, tu te fais arnaquer.
Et du coup, les gens, en fait, ils calculent leur prix pour pouvoir vendre en moyenne à moins 30%. Donc, c'est-à-dire que tous les prix sont augmentés de 30%. Donc, en fait, tout le système de promotion est un espèce de cercle tout pourri où les consommateurs sont là à chercher des promotions et où les marques se rendent compte qu'elles n'arrivent plus à vendre si elles ne font pas ce style de promotion. Donc, c'est un truc un peu absurde et il y a pas mal de marques qui essayent de sortir de ça. Et nous, en fait, on ne fait pas de promo. Déjà parce que en fait, tout le truc d'inciter les gens à acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin en leur faisant de la promo, c'est pas nous. Enfin, on peut plus être là à espérer vendre des trucs que les gens n'ont pas besoin. Donc une manière de faire en sorte que les gens achètent des choses dont ils ont besoin et pas des choses qu'on leur pousse, c'est d'essayer de ne pas les inciter avec ce qu'on appelle le stress marketing. Pas leur mettre plus que 3 en stock et 5 personnes sont en train de regarder ce t-shirt, achète-le maintenant ou la vente se termine ce soir. Tout ça, c'est des espèces de trucs artificiels qui jouent sur des trucs inconscients du cerveau pour faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Et les promotions, c'est le truc le plus fort, ça marche trop bien ça. Tu mets n'importe qui, tu mets moins 50%, les gens n'arrivent pas à résister. Julia Faure, vous dites que l'industrie de la mode a perdu les pédales, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de changer dans l'industrie de la mode et dans l'industrie textile en général? Ouais, alors en tout cas, tout le monde a bien compris, toutes les marques ont bien compris que, en tout cas, il y avait un marché sur l'éthique et sur le durable. Là, je viens de voir qu'Adidas sortent une basket en matière recyclée, H&M et ses célèbres collections Conscious. Et je trouve aussi qu'il y a un truc assez intéressant, c'est que les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'était le problème principal. Le problème principal, c'est pas de recycler les vêtements. Le problème principal, c'est pas de faire des trucs en polyester recyclé. Le problème principal, c'est la surproduction. Et ça, en fait, autant les marques sont OK pour faire une collection capsule en coton mieux, etc., autant quand on leur dit il va falloir produire un peu moins, il va falloir arrêter d'inciter il va falloir stopper la surproduction, ça c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas entendre. Donc il faut remonter à la fois tout en haut de la chaîne, en amont de la chaîne de production, mais aussi déclencher cette prise de conscience chez le consommateur final, parce qu'en fait c'est lui qui est donneur d'ordre pour le producteur. C'est un truc que les marques aiment bien dire. Elles aiment bien se dire ça c'est le consommateur, oui mais regardez, ils aiment acheter de la merde à 5 €. Ce qui est un faux truc, c'est-à-dire qui a mis dans la tête des gens depuis 20 ans qu'il faut avoir plein de vêtements, qu'il faut les renouveler en permanence. C'est les marques, les grandes marques de fast fashion, ouais, H&M, c'est pas vos copains. J'ai rien personnellement contre eux, mais je trouve que... Quand même, il y a un joli billet qui circule sur le net, signé Julia Faure. Ouais, parce que ce qui m'énerve, en fait, c'est des gens qui ont mis sur le marché des milliards de fringues de mauvaise qualité qui sont à l'origine, qui ont vraiment structuré une industrie qui est hyper polluante et qui, à côté de ça, se positionne en porte-étendard en fait, de la mode durable. Et encore, s'ils faisaient vraiment les mesures qu'il faut pour ça, je serais d'accord. Mais en fait, à aucun moment, ils n'interrogent la base du problème qui est la surproduction. La base du problème, c'est la surproduction. Et la fast fashion, son modèle est basé sur la surproduction. H&M doit continuer à ouvrir des centaines de magasins par an pour maintenir son modèle. H&M doit continuer à faire des croissances à 1 ou 2 chiffres pour maintenir son modèle. Donc ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur le reste. En fait, ils n'adressent pas le cœur du problème. Et à côté de ça, on est face à une urgence écologique. Et que les gens qui ont le pouvoir vraiment de changer quelque chose préfèrent jeter encore de la poudre aux yeux aux gens plutôt que d'agir vraiment sur ce qui va se passer. Autre piste de solution face à la fast fashion, c'est le marché de seconde main. Est-ce que c'est une vraie solution? Déjà, pour qu'en fait y ait un marché de la seconde main qui soit intéressant, il faut que le marché de la première main soit un marché de qualité. C'est-à-dire qu'il faut que les vêtements qui sont mis sur le marché, ils puissent avoir une deuxième, une troisième vie. Jamais vous achetez un t-shirt H&M en fripe, parce qu'il ne tiendra pas jusque-là. Donc en fait, à partir du moment où tu n'as pas un marché de la première main qui est un marché de qualité, le marché de la seconde main ne peut pas exister. Et ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que avec l'arrivée de la fast fashion, on voit aussi tout un changement qui se passe dans le marché de la seconde main. J'avais rencontré un mec du relais qui expliquait, en gros, tout le business model des trucs de relais, de tri, etc., c'est de pouvoir revendre, en fait. Avec l'inondation de fringues de mauvaise qualité de la fast fashion, en fait, ils doivent en faire des chiffons, quoi. Ils peuvent pas les revendre tels quels. Et ça, c'est le truc sur lequel ils dégagent le moins de valeur ajoutée. Et c'est d'autant plus alarmant pour eux qui sont là pour trier, mais aussi pour créer des emplois d'insertion. Et donc, il y a un impact social derrière qui vont avoir peut-être plus de mal à assumer s'ils ne s'en sortent pas dans leur modèle économique. Julia Faure, dernière question avant de passer la parole à notre public qui est ici, qui a sûrement lui aussi des questions à vous poser. Jusqu'ici, vous n'aviez pas d'actionnaire et vous venez de faire une levée de fonds. Une levée de fonds en un temps record, qui vous a surpris vous-même. Racontez-nous cette histoire. En fait, on avait besoin de lever des fonds parce que, étonnamment, nos t-shirts blancs, nos chaussettes noires et nos pantalons bleus, il y a beaucoup de gens qui les veulent. Parce qu'on fait ça, parce qu'on fait les choses bien et parce qu'on a un bon rapport qualité-prix. Et du coup, on a ce qu'on appelle un problème de fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de cash
pour payer nos fournisseurs pour qu'ils produisent suffisamment de fringues pour qu'on les mette en vente sur notre site. Ça veut dire que vous avez trop de demandes en fait. On a trop de demandes. Et du coup, c'est pour ça que si vous allez sur notre site aujourd'hui, quasiment tout est en rupture de stock. Pardon pour ça. Donc on s'est dit, on a besoin de lever de l'argent. Si vous voulez acheter du stock de vêtements, je peux vous dire que les banques ne vous prêtent pas. Donc, sauf la Nef, qui est une banque éthique qui nous a prêté un peu d'argent, mais on avait besoin de plus d'argent que ça pour accompagner notre croissance. Et du coup, on s'est dit qu'on allait les lever de fonds. Et la manière traditionnelle de lever des fonds, c'est soit auprès de fonds d'investissement, soit auprès de business angels, ce qu'on appelle des particuliers avec beaucoup d'argent, qui investissent dans les boîtes. Et c'est souvent de là que viennent les problèmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui rentre dans votre boîte, ce qu'il va sûrement vous demander, c'est de faire de la croissance et de faire du chiffre. Et même si les gens disent plein de choses différentes, globalement, au bout de 5 ans, ils veulent récupérer leur argent en x2 ou x10. Donc on s'est dit que c'était pas trop compatible parce que c'est comme ça que, c'est pour ça que les marques de la fast fashion n'arrivent pas à remettre en cause en fait leur modèle de surconsommation parce qu'ils sont tellement obligés en fait par leurs investisseurs à faire de la croissance en permanence qu'ils n'ont pas cette indépendance là. Donc on s'est dit on va demander à des gens s'ils sont d'accord pour mettre de l'argent chez nous en disant qu'on n'est pas sûr de les rembourser mais que si un jour on fait de l'argent, on leur reversera des intérêts sur l'argent qu'ils auront mis et qui seraient actionnaires de notre boîte. Puis comme vous êtes vachement sympa, ils ont dit oui. Non, mais en fait, on leur a expliqué, on leur a dit, en fait, si on ne fait pas ça, le modèle économique va nous pousser vers quelque chose on va devoir abandonner nos valeurs. Donc on leur a dit, si vous voulez investir chez Loom, vous pouvez investir à partir de 100 balles et on vous garantit qu'on fera le mieux possible. On espère vous reverser des dividendes un jour, mais c'est le max qu'on peut vous remettre. Et alors, vous n'êtes pas allé n'importe où, vous êtes allé chez Lita.co. C'est une plateforme de financement participatif qu'on connaît bien chez Mediatico. Ah ouais. Et là aussi, il y a de l'engagement très fort. Vous n'êtes pas tombé chez eux par hasard. Oui, non, nous, on a été emprunté à la Nef, qui est une banque éthique, et on a été chez Lita, qui est donc un leveur de fonds participatif, donc qui a des critères éthiques, donc qui nous a fait passer un comité. Et on a fait un post Instagram et on a envoyé une newsletter à notre communauté en expliquant bien pourquoi on devait faire ça. Et oui, en 3 jours, on a dû fermer le truc parce qu'il y avait trop d'argent, quoi. Ce qui est plutôt un bon problème. C'est un problème de riche, on adore. 3 jours alors que votre campagne devait durer combien de temps ? 1 mois, c'est ça. Elle devait se terminer maintenant en fait. Ouais, c'était une surprise, mais on est trop contents parce que, pour nous déjà, parce que ça, en termes de gestion quotidienne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soucis. En fait, quand on a de l'argent, il y a beaucoup de problèmes qui s'en vont. On peut faire des commandes correctes à nos fournisseurs, c'est trop bien. Et l'autre truc trop bien, c'est qu'en fait, outre l'adhésion des gens à Loom, c'est l'adhésion à un modèle de société, quoi. Quand on dit aux gens, non, vous n'allez pas faire fortune en investissant chez Loom. Par contre, ce à quoi vous participez, c'est une forme une forme d'entreprise qui a un autre but que celui de maximiser en fait les profits des fondateurs ou des actionnaires. Et les gens sont là, ouais, j'ai trop envie de faire ça. Moi, ça me donne, je suis trop contente de ça, quoi. Donc levée de fonds fulgurante. Oui. Une forte communauté derrière vous. Quel enseignement vous en tirez ? En fait, plus on a été militant, plus on a été à fond dans nos valeurs, plus ça a marché, quoi. C'est tellement un monde qui est gangréné par du politiquement... on dirait des discours politiques, quoi. C'est-à-dire que dans le milieu professionnel, les gens n'osent pas trop dire des choses. Ils sont là, il faut avancer petit à petit, l'industrie textile, ça se fait pas à pas, les gros peuvent changer petit à petit et tout. À partir du moment où tu as un discours de vérité et où tu n'es pas justement dans un espèce de truc de langue de bois et tu es dans un truc d'honnêteté totale avec les gens, ça marche, quoi. Ça marche économiquement et ça marche en termes de communauté, quoi. On va laisser la place maintenant aux questions des lecteurs de Mediatico. Tu as plus de commandes. Comment tu appréhendes le fait de ne pas devenir comme ces mastodontes, H&M ? La question, c'est de mettre un frein à la surconsommation à la mode jetable. Et donc, mettre un frein à la mode jetable, c'est faire des vêtements de qualité. Mettre un frein à la surconsommation, c'est arrêter d'inciter les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Nous, c'est ces 2 objectifs-là qu'on se met. Donc, et ça, c'est assez difficile. Arrêter d'inciter les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Quand tu as une marque, ça veut dire que tu renonces à beaucoup de trucs marketing. Tu renonces à faire des promotions. Mais nous, on faisait aussi des préventes, tu sais, en mode « Ah, t'as jusqu'à telle date pour acheter ». C'est aussi pas mettre des grosses pop-up. Tu vois, genre par exemple, t'es en train d'acheter un truc sur ton site et on te dit « Ah, vous aimeriez bien, les gens ont aussi acheté ça et vous aimeriez peut-être faire ça ». Et c'est hyper tentant parce que quand tu as une marque, tu as envie de vendre plus, etc. Mais la manière de ne pas forcer les gens à acheter dont ils n'ont pas besoin, c'est de leur dire seulement ce dont ils ont besoin pour savoir s'ils veulent acheter ou pas quelque chose. Quand tu achètes un t-shirt, tu dois savoir s'il va résister dans le temps, comment il est taillé, quelle est la coupe et quel aspect il a. À partir du moment où tes investisseurs sont des actionnaires individuels et qui sont OK avec ton projet, je les regarde parce qu'il y en a ici, ils vont pas me forcer à faire 15% par an. Et donc moi, je me dis, oui, je suis d'accord de vendre moins je préfère moins vendre plutôt qu'inciter les gens à acheter ce dont ils n'ont pas besoin.
Est-ce que vous croyez finalement aussi encore au pouvoir de la norme pour limiter la surproduction notamment? Évidemment qu'il faut un cadre légal, et ça m'énerve trop que ça n'arrive pas plus vite, etc. Et oui, là, ils sont en train de négocier pendant 10 ans pour savoir si on va ou pas punir les gens qui brûlent leurs invendus. Pour moi, la loi, elle est hyper importante. Et oui, ça peut être les marques et ça peut être les consommateurs qui vont pousser les politiques à légiférer là-dessus, mais putain, ça devrait être interdit de mettre sur le marché des fringues qui craquent au bout de deux lavages. Ça devrait être interdit de surproduire, ça devrait être interdit. En fait, le problème, c'est même pas tellement que les mecs, ils brûlent leur stock, parce qu'ils peuvent tout aller filer au relais, ils peuvent tout aller... En fait, il y a toujours des mecs qui vont leur acheter un peu bas prix. Le problème, c'est que tu puisses arriver à produire genre 100 milliards de fringues, en vendre seulement 20 milliards et que ça soit pas puni par la loi. Ça veut dire que ça devrait être un délit de surproduction. Merci beaucoup Julia Faure pour ces messages très forts, pour votre engagement. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mediatico à l'occasion ici au Grand Voisin de cette Fashion Revolution Week. Et merci d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Mediatico. Merci à vous.